Maigret, Colombo et les autres, les policiers mythiques de la télévision et du cinéma, nous ont depuis longtemps habitués à l'idée qu'une enquête criminelle, c'est d'abord une histoire de flair. Alors bien sûr, aujourd'hui, les policiers et les gendarmes ont à leur disposition tous les instruments de la police scientifique, les microscopes, les fichiers, l'ADN. Mais l'impalpable, le ressenti, reste au centre de l'enquête de police. On fait de plus en plus appel d'ailleurs à des professionnels, psychologues, psychocriminologues, profilers. À la brigade criminelle, par exemple, on utilise une méthode vieille comme le crime, la gamberge. Comment, à partir des constatations faites sur le terrain, on tente d'imaginer le scénario du crime. C'est un règlement de compte entre personnes d'origine slave. Au départ, la crime dispose de très peu d'éléments. Une rixe dans un hôtel de Garges-les-Gonesse, 2 blessés, dont un grave. On s'en va tout de suite. Destination Garges-les-Gonesse, le Val d'Oise. Vous pouvez me passer l'OPJ de permanence, Trottier, c'est la PJ Versailles. Je pensais, là, les 2 gars qui se sont arrachés, c'est peut-être tout simplement des situations irrégulières. On en restera sur une piste moldave ou slovène dans le cadre d'un règlement de compte. On va se transporter directement sur le lieu des faits. Enfin, normalement, on ne devrait pas se perdre. Vous avez 2 techniques d'enquête, 2 grosses techniques. C'est le rouleau compresseur. Le rouleau compresseur, c'est tout exploiter à fond de A jusqu'à Z, en partant de la piste A pour arriver à la piste Z. Et automatiquement, entre le A et le Z, vous tomberez sur la bonne. Hein. Et le pif, c'est de tomber tout de suite sur la bonne. On gagne du temps, c'est tout. Le pif, on gagne du temps. Ça se trouve, les mecs qui se sont barrés, c'est des mecs en situation irrégulière, et puis ils se sont arrachés. T'as pas vu le camion là, quand on est arrivé? Non. Immatriculé, je sais pas ce que c'était. Je sais pas si c'est polonais ou... Il me dit que c'est Annie à Moldave, ici, à Slovène. Ça, c'est la 107, c'est là où ça s'est passé. Arriver donc sur les lieux et prendre en compte la scène de crime, bon, c'est l'acte majeur de l'enquête. Je veux dire, il n'y a pas de, il n'y a pas d'affaire s'il n'y a pas de scène de crime. Bon, c'est une évidence. Mais pour nous, l'ensemble des actes qui seront faits lors de ces constatations détermineront l'avenir de l'affaire. Donc vraiment, il faut être très attentif là. C'est ce moment-là, ce sont les heures qui suivent cette découverte qui détermine l'avenir du dossier. Tiens, pose-le sur ton... Ouais, bah attends, j'écris dessus. Mets ça dans une enveloppe. C'est pas 20 francs qu'est-ce qu'il y a marqué? Hein? Qu'est-ce que tu lis? CO. C'est pas 20 francs, non? Info? Non, 20 francs, une somme. Ah, ou 20 francs, c'est possible, ouais. Une somme d'argent avec... Ouais, c'est possible. On a des choses anodines sous les yeux. Bon, sur une scène de crime, je parle dans un appartement notamment, il y a des tas de choses, il y a des millions de choses. Et bon, c'est pas forcément la chose la plus bizarre qui va peut-être être intéressante. Ça peut être tout simplement un post-it retourné qui se trouve là sur un bureau et qui attire l'attention de personne. Bon. Et ça peut être effectivement, hop, le déclencheur d'investigations qui mèneront très loin. C'est arrivé. Encore une réclame Carrefour. Oh, attends, je change de... Le radiateur qui est éclaté. Ça, j'ai noté. Donc, sous fenêtre, c'était les prospectus déchirés. On parlait les prospectus et la chaussure. C'est quoi là? On dirait ouais, briquet. T'as même une trace de sang là. Je sais pas si c'est du sang, ça. Un moustique qui a été écrasé. Ouais. Quel œil. Bon, ça, c'est l'au-dessus de lit. Ouais. Là, les constatations, il n'est pas question d'écarter quelque chose. Non, tiens, ça, ce mouchoir, c'est pas bon. Oh, ce mégot de cigarette, c'est pas bon. Non, ça, faut pas. Faut tout prendre. Et après vous analysez. Enfin, c'est pas vous qui faites les analyses, bien sûr, mais faut expliquer pourquoi est-ce que cette chose-ci est à sa place, pourquoi est-ce qu'il y a du sang là-bas, pourquoi est-ce qu'il y a du sang là, c'est pas logique. Est-ce que ce sang-là serait pas celui de l'auteur, celui de la victime? Les traces de sang sur les poignets, les ça, j'avais noté. Dans la douche. Bas de cuvette de chiottes, douche. Ouais. Ça c'est les projections qu'on séchait, hein. Ça, c'est un petit peu ce qu'on a. C'est quand ils ont lavé, ils ont dû... Non, mais ils ont lavé à grand œil. On va le prendre une photo quand même, toi, sans le rideau de douche, si tu veux, ça sera plus intéressant. Avec la cuvette ouverte ou de chiottes?
Non mais ça démontre un truc, pourquoi il y a du sang aussi dans la cuvette? Ouais, il y a des... Ouais, ça a été lavé, quoi. Je vais reprendre ça. Ouais, là, dans la poubelle, il y a un peu de sang, on voit... Il y a un mégot? Ouais, dans les chiottes. De quoi? Ouais. La cuvette. Dans la cuvette, ouais, il y a un mégot. Enfin, un mégot, je crois que je regarde, mais je crois qu'il y a un mégot. Il me semble que j'en ai vu un nager. Ouais, tout à fait. Tu veux savoir ce que c'est? On va relever les empreintes sur tout ça, sur les bords du lavabo, ainsi de suite, sur les plastiques. Bah, Attends, je t'en mets ça là. voilà. On va voir déjà s'ils étaient sûrs. Voilà, là, ici, la flotte avec le sang mélangé. Les expériences, alors ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Un cadavre qui va être apparemment mutilé. Le jeune flic qui arrive ici, qui arrive sur place, se dit oh, il a été mutilé, c'est une horreur. Et vous avez le vieux Chibani qui a 20 ans de boîte ici et qui a vu des scènes de crime plus que vous n'en imaginerez jamais. Lui va vous dire mais non, s'il est mutilé là, c'est parce qu'il y a des rats dans le coin et la façon dont il est mordu à tel endroit, c'est le travail d'une bête, pas le travail d'un homme. Et ça, quand vous n'êtes pas dedans, vous ne pouvez pas le deviner, c'est impossible. Impossible. L'expérience n'a pas de prix. Et l'expérience sert, lors de ces constatations, à savoir, à pouvoir éventuellement deviner que telle chose est à sa place ou que telle chose ne l'est pas. C'est pas simple, mais ça s'apprend. Ça s'apprend. Et ça, vous l'apprenez pas dans les écoles de police, hein, surtout plus maintenant. La façon dont l'information est faite, c'est fini. Le travail de PJ, ça prend pas à l'école. Ça, c'est clair. Il se peut très bien que ce soit 4 mecs qui étaient... Enfin, que les 2 mecs-là étaient avec un autre ou 2 autres, ce qui est une bagarre, j'en sais rien. Ouais, si ça se trouve, moi je vois ça comme une maison. Ils ont hébergé des collègues, là, ils ont picolé toute la partie de la nuit, puis ça s'est mal passé entre eux. Ouais, ou cette histoire avec les Blacks. Dans les affaires, bon, il arrive toujours un moment où on commence à dire, tiens là, ça sent bon, on est sur le bon axe, etc. Bon, ceci dit, il est arrivé des fois où on pensait être sur le bon axe et puis, bon, les choses se dégonflent petit à petit. Donc on a appris à ne pas être, bon, je dirais, trop enthousiaste. Heureusement, on réussit un certain nombre d'affaires. Bon, donc ce sentiment-là, bien sûr. Mais une fois encore, on préfère confirmer cette impression plusieurs fois avant de crier victoire. Alors bien sûr que c'est ce qui nous motive. C'est-à-dire que dès qu'on sent que, bon, là on est sur la voie, bon, ça nous donne des ailes. Hein, on roule à 200, hein, ça c'est clair. Bon, en direction de la solution. Mais bon. Par expérience, étant parti souvent sur les chapeaux de roue dans telle direction, bon, on a vite freiné avant de taper dans le mur, quoi. Tu veux manger un petit truc? J'ai même pas faim. Là. Ah, j'ai un petit creux, hein. Ouais, non. Toi? Non, ça va, là, j'ai pas faim. Bon. On va voir ce que font les autres, hein. Bon, moi je vais prendre les empreintes. Je vais commencer par la salle de bain. Ensuite, je vais attaquer le tour du lit, là. Tout ça, les machins. Je vais redescendre tout ça de là-haut. Et la tête d'oreiller aussi. Le sac plastique? Non. Non, il n'y a rien. Le sac plastique, là où il y a la tache de sang, ça choque un peu les gens. Quand ils rentrent, ils se demandent ce qui se passe. Ici. Hein? Si vous pouvez le... Merci. Pendant que la première équipe emporte les scellés, d'autres enquêteurs s'apprêtent à placer 2 suspects en garde à vue au SRPJ de Versailles. Au point où on en est dans cette enquête, il y a quelque chose qui est assez frappant parmi les témoignages des policiers. C'est cette allusion au flair et au nez. Qu'est-ce qu'on sent quand on arrive sur une scène de crime? En fait, la technique, c'est indispensable. Mais en dehors de ça, il y a quelque chose de plus, c'est le pif, effectivement. C'est-à-dire que le policier, l'enquêteur, doit se mettre l'imagination en mouvement. Et pour ça, il a besoin de choses fortes. Il ne peut pas se laisser prendre dans une sorte de routine. Il lui faut absolument des effets, comme la scène de crime, par exemple, ou comme l'autopsie. C'est-à-dire voir le corps? Oui, par exemple. Et puis, plus que ça, imaginer. Parce que
la mort, les médecins par exemple sont habitués à la mort, mais le policier, il va découvrir la mort dans des circonstances de vie. Il va découvrir la victime qui a été étranglée dans sa cuisine, au moment où elle faisait sa cuisine, ou au moment où elle lisait le journal, je ne sais pas, n'importe quoi. Et au fur et à mesure qu'il va avancer dans son enquête, le policier va découvrir l'existence, la personnalité de la victime. Et tout ça, ça va lui causer des émotions, parce qu'évidemment, Tout ça, c'est une question d'émotion. Voilà, le nez, en fait, c'est plutôt de l'émotion. Il faut qu'il y ait de l'émotion, il faut qu'il y ait du sentiment. C'est pas le rouleau compresseur de la criminelle, c'est une expression de la criminelle, le rouleau compresseur, c'est indispensable, puisqu'il faut tout voir. Mais une fois que c'est fait, il faut laisser le flic avec son flair. Ça comprend, par exemple, le fait de revenir sur les lieux du crime, longtemps après? Ah, très souvent, hein, très souvent. Moi, je sais que dans les enquêtes, souvent, je suis revenu seul aux heures où on pensait que les faits s'étaient passés, rien que pour sentir l'ambiance de l'endroit. Ne serait-ce que pour ça, déjà, c'est important. Et après, on imagine tout ce qui a pu se passer. Évidemment, dans l'imaginaire, n'importe quoi, on est loin de la réalité parfois, mais peu importe. Le principal, c'est de se donner une opportunité, une possibilité de différentes hypothèses, de différentes pistes, en fait. Je me suis toujours demandé pourquoi les policiers assistaient aux autopsies. Parce qu'ils n'y connaissent rien. Oui, il y a deux raisons d'abord. C'est-à-dire que l'autopsie donne lieu à un procès verbal qui est rédigé donc par l'officier de police judiciaire. Donc on est obligé. Donc on est obligé, je veux dire. Et il faut faire des photos, etc. Donc il y a l'identité judiciaire qui est présente. Mais en plus de ça, l'important c'est... Bon, une autopsie, c'est quand même pas quelque chose de banal. Donc ça va obligatoirement laisser des images très très fortes. Et ça va obligatoirement... Si l'enquête dure des semaines, voire des mois, les choses qui vont rester dans la tête de l'enquêteur, ça va être la découverte du corps, les circonstances, tout l'environnement de la victime, au moment où la victime est morte, où elle a été tuée, et l'autopsie. C'est des choses qui vont rester. C'est jamais abstrait, c'est jamais la routine. Ah non, ça ne peut pas être abstrait, là. On est vraiment dans la réalité dure, mais la réalité qui marque. Et c'est pour ça qu'un enquêteur de criminel ne lâche jamais le morceau, je veux dire, parce qu'il lui restera toujours ça. Et c'est pour ça aussi que les enquêtes qui démarrent après coup ont plus de mal à sortir. L'affaire qui sort, c'est l'affaire sur laquelle le policier qui va garder l'enquête arrive tout de suite, dans les heures qui suivent, et démarre l'enquête lui-même. C'est celle-là qui sort. Est-ce que c'est une machine infaillible, le nez? Ah non, non, pas du tout. Il faut surtout se garder de partir sur une piste toute faite, parce qu'on peut évidemment passer à côté. Mais les vieux flics disent, si dans ta carrière, tu as une seule fois une bonne intuition pour une affaire, tu as rempli ton contrat. Dans l'affaire de la rixe de Garges-les-Gonesse, 2 suspects ont donc été arrêtés. Ils sont ramenés dans les bureaux de la crime de Versailles pour être placés en garde à vue. Viens, viens. Ah. Pendant 48 heures maximum, suspects et policiers vont se retrouver face à face dans un huis clos déterminant pour la suite de l'enquête. On a le sentiment au départ, lorsqu'on démarre sur une affaire criminelle particulièrement sordide, là on a une réflexion complètement humaine. Celui-là, si on l'avait sous la main... Et en fait, bon, c'est primaire. Ça dure 15 secondes. Humainement, vous allez détester ce que quelqu'un a fait. Mais pendant 48 heures, vous allez devenir son ami. C'est la seule façon, parfois, avec certains individus, de recueillir cette vérité que nous, on devine, que nous, on connaît, mais qu'on doit se faire raconter. Et là, oui, vous allez considérer pendant 2 jours que la personne que vous avez en face de vous est le dernier des salopards. Et c'est souvent le cas. Et pourtant, pendant 2 jours, ça va être votre ami. Et pourtant, c'est le dernier des salauds. C'est pas trop dur à... Non, non. Enfin, moi, j'ai pas de mal. Io no, volevo, sì. Tu sais pas pourquoi t'es là? Sì, mais c'est no problème. Io... Toi, tu expliques tout, et nous, pas de problème. Voilà, ok? Ok. Toi non plus, d'ailleurs. Cigarette? Tu vas dire la vérité? Merci. Merci, merci. Tu vas expliquer tout? Tu vas tout dire? Le but de la garde à vue, en général, oui, c'est l'aveu, c'est de nous raconter la vérité. La vérité. Cette vérité,
je dis toujours qu'elle a la vérité a cet avantage extraordinaire, c'est qu'elle est seule et unique et elle ne s'invente pas. Quelqu'un qui va raconter la vérité ne se trompera jamais. Il est clair que de toute façon et systématiquement, la première audition d'un mis en cause, c'est du grand guignol, puisque bon, la personne va vous raconter tout et n'importe quoi. On a rarement des aveux très vite. Donc là, on est en plein cinéma. Donc là, bon, effectivement, bon, nous, on connaît tout de l'affaire. On voit très bien où la personne veut en venir. Donc là, c'est fantastique. Donc, allez, on y va, on écrit des romans pour rien. Effectivement, et on joue de ça. Bon, hop, après, on est amené à se ressaisir. Attendez, qui a vomi Non. Et c'est vomi? Cette personne. Oui, d'accord. A vomi. Et qui a essuyé? Celui-là. Il a essuyé? Oui, il a essuyé. D'accord, donc on peut dire la vérité, hein? Les techniques développées lors de la garde à vue, notamment au niveau des auditions, ne seront pas les mêmes en fonction de la personne qu'on a en face de soi. Sur une affaire de papa qui tue maman, par exemple, vous n'allez pas interroger la personne que vous avez en face de vous de la même façon que quand vous prenez une banlieusserie ou un bituricide, pour reprendre les termes dont on parlait tout à l'heure. Papa qui tue maman, c'est quelqu'un comme vous et moi, en général. Hein. C'est quelqu'un qui va aller bosser le lundi et qui va se retrouver meurtrier le mardi. Parce qu'il aura découvert sa femme dans son lit avec un autre homme, ou la femme qui va découvrir que son mari a une maîtresse. Alors, bon, la banlieusserie, ça n'a strictement rien à voir. En général, quand on prend une affaire de banlieusserie avec les gens de garde à vue, on se fait insulter pendant 48 heures. Et là, on a oublié de parler de quelque chose, c'est du sang-froid. Parce que je peux vous garantir du sang-froid, il en faut. Et quand vous prenez un bituricide, là, vous tombez avec des alcooliques qui tournent à 3-4 grammes d'alcool dans le sang par jour. Vous pensez bien que vous n'allez pas lui expliquer... vous n'allez pas lui expliquer l'histoire du dernier prix Goncourt, ce garçon. Hein? Alors qu'avec, par exemple, une affaire comme Papa qui tue maman, si ce sont des garçons intelligents, vous allez pouvoir parler d'autre chose que de l'affaire, pour détendre l'atmosphère quand on arrive à un point un petit peu particulier. Oui. Il y avait un bon club de foot à Bratislava. Oui. Club de football. Football. En France? Non, en Bratislava. Slovaquie. En Slovaquie. Si vous n'êtes pas à même d'entrevoir la psychologie de chaque individu, vous allez commettre des erreurs. Vous allez vous montrer moralisateur avec une personne avec laquelle il faut être tout sauf moralisateur. Vous allez vous montrer déférent par rapport à quelqu'un qui aura peut-être besoin qu'on lui montre un petit peu la voie en lui disant « mais attendez, ce que vous avez fait, vous rigolez ». Bon. S'il est plus réceptif à un ton de voix beaucoup plus fort, parfois on hurle. Et parfois, moi, j'ai fait des auditions en chuchotant. À voix basse, comme ça. Et ça arrive très rarement, ça, par contre. Mais il y a des gens qu'il va falloir secouer, sur qui il va falloir crier, et d'autres gens à qui il va falloir parler normalement. On a dit toute la vérité, d'accord? D'accord. La vérité, c'est ça. D'accord? Bon. Les garçons qui sont blessés, ils disent ce qu'ils veulent, comme ça, d'accord? Les autres, tes copains, ils disent comme ça. Toi, tu dis comme ça. Il faut arriver à ça. Il n'y en a qu'une de vérité, d'accord? Bon. Le garçon qui est là, il ne s'est pas blessé tout seul en tombant. Si on peut avancer par une relation de confiance, nous, c'est ce qu'on veut. Je veux dire, on ne veut pas passer des heures, parce qu'on passe des heures ici à auditionner les gens, des nuits entières. Si c'est des nuits entières pour être là en train de s'énerver parce que la personne ne veut pas reconnaître, si on peut éviter ça, on l'évite. Je veux dire, on n'est pas... au bout d'un moment, c'est un petit peu difficile. Donc, si nous, on peut arriver à discuter, à expliquer, à manger des pizzas et à avoir une relation tout à fait normale, je veux dire, c'est la solution qu'on choisit systématiquement. Bon, si par ce biais-là, on se bute à un mur, c'est clair qu'on essaie de jouer, le chaud, le froid, le chaud, le froid. Bon, sur un aspect psychologique, entendons-nous bien. Zoltan, le garçon, on l'a vu à l'hôpital, on l'a vu, d'accord? Il n'est pas beaucoup blessé. Coup de poing, bon, pas de problème, ok? Le garçon dit pas 2, plus. Moi, j'étais confronté à un cas particulier il y a un mois. On avait découvert le cadavre d'un type qui vivait un peu comme un clochard chez lui,
à Lompont-sur-Orge, dans l'Essonne. Et son assassin, on a mis une semaine entre la découverte du corps et l'identification de l'auteur et son incarcération. Une semaine, ça a été très vite. Et on est tombé sur un garçon qui était peut-être pas complètement normal et qui en audition, se bloquait, se mettait à trembler, se refermer comme une huître, on aurait dit une huître. Et là, des trésors de psychologie, on en a développé pour essayer d'avoir un semblant d'explication, un début d'explication. Et c'est à 3 heures de partir au tribunal pour le présenter au juge, qui nous donne une explication qui vaut ce qu'elle vaut, puisqu'il nous avoue 2 coups de couteau, la victime en prend une bonne dizaine, elle a les 2 yeux crevés, dont un coup de couteau dans l'œil qui s'en va sectionner le tronc cérébral derrière, je vous raconte pas un peu le carnage. Et là, des trésors de psychologie avec des garçons de ce type, oui, ça il en faut, parce que c'est pas en hurlant dans ses oreilles pendant 48 heures que vous arrivez à quelque chose. Alors là, c'est même pas la peine. Faut le considérer comme son frère, comme son meilleur copain, comme son ami. Parfois lui dire qu'il a peut-être pas eu complètement tort d'agir comme ça. Mais la finalité, c'est toujours de savoir exactement ce qui s'est passé. Pas d'avoir une explication alambiquée. Ils étaient 4 dans la chambre. C'est normal, c'est une réaction normale d'un homme normalement constitué. Il a un copain qui se fait agresser, il va pas laisser faire les choses. Il va intervenir. Qu'est-ce qui se passe quand 2 garçons qui font partie d'un groupe de 5 agressent un garçon qui fait partie d'un groupe de 4, les 3 autres du groupe de 4 défendent leur copain, et puis les 3 autres du groupe de 5, eh ben, ils défendent aussi leur copain. Et à l'arrivée, on a une bagarre générale. Ce qui explique que dans la chambre, il y avait quand même vraiment un foutoir pas possible. Au moment du mensonge, il faut placer l'élément qui va faire comprendre à la personne que vous avez en face de vous qu'il est coincé. S'il comprend qu'il est coincé, que c'est fini, pan, c'est terminé. Pour l'affaire du clochard qui vivait chez lui, ça a été les traces de sang sur les chaussures de l'individu qu'on a fait en face de nous. On avait pris cette affaire depuis une semaine, on ne pouvait pas du tout avoir le résultat des analyses, et pourtant, nous, on avait l'intuition que ce sang était à la victime, donc on a fait comme si ça avait été scientifiquement prouvé. Mais ça, il faut le sentir. Si vous ne le sentez pas, vous ne pouvez pas le dire, et vous n'avez pas le déclic. Alors, la difficulté, évidemment, c'est d'obtenir à ce stade-là de l'audition le fait que la personne veuille bien reconnaître le forfait qu'elle a commis. C'est-à-dire, souvent, les aveux, c'est un peu comme les accouchements, c'est la nuit. C'est quand il n'y a pas trop de bruit, que le téléphone ne sonne plus parce que tout le monde dort. Et le policier qui fait son audition, bon, ils sont souvent 2, il y en a un qui tape à la machine et l'autre qui est l'interlocuteur. Ils ferment leur porte. Alors, ils ne mettent pas ne pas déranger, mais dans ce service-là, lorsque la porte est fermée, c'est qu'il se passe quelque chose d'important. Ça se fait toujours dans l'intimité, des aveux, ça se fait pas dans une salle de réunion avec 20 personnes. Hein. C'est 2 personnes qui écoutent les confessions d'une autre, et parfois c'est une seule personne qui entend les explications d'une autre. En général, ça se fait même plutôt comme ça, parce que certains individus ne veulent parler qu'à un seul flic, souvent celui qui les a arrêtés. C'est très difficile de les amener parce qu'effectivement, il y a cette honte par rapport à l'acte, etc. Mais on sent vraiment que là, il y a une espèce de décompression, de bonheur de l'aveu, pour ainsi dire, de soulagement. Je veux dire, c'est une thérapie, hein, c'est clair. On pourrait faire payer pour ça. Quel est l'objectif, vous, que vous assignez à une garde à vue? L'objectif d'une garde à vue, c'est de découvrir, c'est de connaître la vérité. Une enquête policière, avant la garde à vue, toute la phase qui précède la garde à vue, qui précède les interpellations, nous permet de recueillir un certain nombre d'éléments. C'est un peu comme un puzzle. Mais la garde à vue, c'est le point final de l'enquête. On a les morceaux du puzzle, et il n'y a que l'auteur des faits qui connaissent la vérité. Il est très rare qu'un crime ait un témoin direct, c'est assez rare. Donc il n'y a que l'auteur des faits qui connaissent la vérité, qui sachent la vérité et qui nous permettent quelque part de reconstituer totalement l'histoire, de réemboîter tous les morceaux du puzzle, de manière à savoir
ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé. Est-ce que vous diriez que c'est un lieu de pression, qu'à un moment donné, vous pressurisez la personne qui est en face de vous? Il n'y a pas de pression psychologique au sens où vous l'entendez. Le garder à vue, l'interroger, est lui-même en état de stress, en état de pression. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Il l'est déjà, parce qu'il sait très bien pourquoi il est là, il sait très bien ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire des aveux. Donc la pression, elle existe. Au contraire, je crois que bien souvent, il est nécessaire de faire retomber la pression, de dédramatiser la situation pour que justement cette parole puisse se libérer. Et c'est tout ce qu'on cherche à faire, c'est à libérer la parole pour que petit à petit ça vienne. D'ailleurs, c'est un peu comme un accouchement. C'est un peu similaire. On peut comparer quelque part à des médecins, si vous voulez. D'ailleurs, quand quelqu'un passe aux aveux, on va dire aux autres, ça y est, il a accouché. Donc l'objectif, c'est qu'il avoue. Absolument. Encore que l'aveu ne soit plus la reine des preuves. Même un suspect qui n'avoue pas peut quand même être poursuivi s'il y a des éléments de culpabilité objectifs. Il sera reconnu comme coupable sans qu'on connaisse l'histoire, mais il sera quand même reconnu comme coupable, à condition, bien sûr, qu'il y ait des éléments objectifs. S'il n'y a pas d'éléments objectifs, il sera effectivement relâché. Si on n'a rien à lui servir, comme on dit, si on n'a pas d'éléments, si on n'a pas de preuves extérieures autres que ses aveux, mais c'est très rare, hein. Si on n'a pas de preuves autres que ses aveux, il sera relâché, et pour nous, ça sera quelque part, effectivement, une insatisfaction, un échec. Vous êtes arrivé, vous, en tant que commissaire de police, interrogeant un suspect, de devoir le relâcher au bout de la garde à vue, sans qu'il ait avoué, et tout en ayant la certitude qu'il était coupable? Je ne suis pas le seul à qui ce soit arrivé, ce sont des choses qui arrivent, effectivement. Ils sont libres, rien n'a été établi contre eux. Il y a aussi des gens qui avouent et qui ne sont pas coupables. Eh bien, écoutez, depuis que je fais ce métier, ça fait quand même 30 ans que je le fais, ça ne m'est pas encore arrivé. On cherche toujours à faire en sorte que les aveux coïncident avec des faits matériels qu'on a constatés, coïncident avec des éléments matériels qu'on a retrouvés. Un aveu simple, un aveu brut, ça ne sert à rien. Enfin, on ne cherche pas à obtenir ça. J'ai tué, ça ne suffit pas, encore faut... Ça ne veut absolument rien dire. Ça n'a aucune signification, le but n'est pas là du tout. Mais d'ailleurs, on ne va pas chercher quelqu'un comme ça, si vous voulez. Quand on va chercher quelqu'un, c'est qu'on a déjà des éléments matériels, c'est qu'on a déjà recueilli un certain nombre de débuts de preuves à son encontre. C'est pas l'aveu, c'est pas l'aveu brutal. Je suis coupable ne veut absolument rien dire et n'aura aucune conséquence pénale. C'est pas possible. Ça se passe pas du tout comme ça. Commissaire, votre bureau ressemble-t-il à celui-là? Parce qu'ici, on est dans un décor de cinéma. Hein. C'est ici qu'est tourné le feuilleton La Crime, qui est diffusé sur France 2. Oui, j'ai découvert ça en venant ici. Je ne m'y attendais pas d'ailleurs. Oh, vous savez, il n'y a rien qui ressemble plus à un service de police qu'un autre service de police. Le téléphone peut-être un peu plus moderne? Oui, le téléphone est heureusement beaucoup plus moderne. On a quand même des moyens tout à fait performants. Puis il n'y a pas d'ordinateur maintenant. Il y a des ordinateurs sur presque tous les bureaux. Quand arrive la fin de la garde à vue, chaque minute compte. L'homme qui est ici dans le bureau n'a toujours rien avoué. Bientôt, il va falloir le relâcher. Alors, le policier est tenté de jouer son va-tout. Dans l'affaire Patrick Henry, par exemple, il va utiliser au maximum l'arme psychologique pour tenter de faire craquer celui qui, pour l'instant, n'est que le suspect numéro 1. Le 30 janvier 1976, à Troyes, un petit garçon de 8 ans, Philippe Bertrand, est enlevé à la sortie de l'école. Le ravisseur demande une rançon de 100 millions de francs à sa famille. À 18 h, il appelle à nouveau d'une cabine de Bréviande, près de Troyes. Il est localisé et une voiture banalisée de la PJ est prête à l'interpeller quand une estafette de la gendarmerie crée la panique et fait fuir le ravisseur. 10 jours de silence, d'attente insupportable. Philippe est-il toujours vivant? Toute la France est bouleversée et la tension monte pour les policiers aussi. À vrai dire, il dispose de peu d'éléments. L'homme serait originaire de la région et surtout, il semble connaître la famille. Le 10 février, enfin, il reprend contact et propose un jeu de piste pour la remise de la rançon. Une piste qui s'arrête à l'auberge de la Mangeoire. Personne ne vient chercher l'argent. Mais les policiers relèvent le numéro d'une déesse. C'est celle de Patrick Henry qui est immédiatement placée en garde à vue. Il correspond en tout point au profil de l'homme recherché. Les policiers ont la certitude de tenir le coupable, mais le personnage est hautain, cynique, imperturbable.
Vous avez entendu les appels Bien du sûr, grand-père, de la mère? C'est sûr, oui. J'ai entendu l'appel du grand-père à la radio, la mère à la radio... non, pas à la radio, à la télévision, la mère. Oui. Et quel a été votre sentiment quand vous entendez cet appel? Ben écoutez, ça fait mal au cœur pour les parents et puis surtout pour le petit garçon. Et évidemment, on souhaite un dénouement très rapide et heureux de cette affaire. Pendant 46 heures, il tient tête aux enquêteurs. La garde à vue va s'achever. Les policiers n'ont rien obtenu. Alors Charles Pellegrini, directeur adjoint de l'anti-gang, décide de jouer le tout pour le tout. Ce qui se passe, c'est qu'on se demande ce qu'on va faire. Le juge d'instruction est souverain dans cette affaire. Et à l'époque, mademoiselle André estimait avoir suffisamment d'éléments pour l'incarcérer, en tout cas le mettre en détention préventive. Le problème, c'est quoi? C'est que si l'enfant n'est pas mort et s'il meurt faute de soins, on ne se le pardonnera jamais. Donc, si vous voulez, on est vraiment tenaillé. C'est un dilemme absolument infernal qui se pose à nous. La garde à vue touche à sa fin. Ouais. Que fait le commissaire Pellegrini à l'époque? Racontez. Je le prends dans la garde à vue, je ne signe pas de PV de garde à vue, je l'emmène dans ma voiture, je l'emmène à quelques kilomètres de Troyes. Ça se passe au milieu d'un bois? Ça se passe dans un bois. Et je lui fais un gigantesque coup de bluff que je pense peut-être être génial, mais qui en l'occurrence se révèle totalement inopérant, puisque je lui dis tout simplement que je ne peux pas supporter qu'il soit libéré et que s'il ne me dit pas où est l'enfant, eh bien, il risque sa vie. Et vous allez le tuer? Je lui dis que je vais le tuer. Je ne me rappelle plus exactement ce que je lui dis, mais je suis suffisamment menaçant pour qu'il pense que peut-être il va être tué. En réalité, c'est quelque chose de spontané qui, encore une fois, naît de l'idée que ce gosse est là, tremblant de peur, quelque part, et que ce bonhomme qui est là est en train de nous lanterner, est en train de nous mener en bateau, va sortir, et que ce n'est pas supportable. Et ce garçon, moi je n'oublierai jamais, il me dit, mais vous pouvez faire ce que vous voulez, tuez-moi si vous voulez, vous allez tuer un innocent. Et là, il est clair que j'ai un doute, un vrai doute, quand je vois ces yeux clairs qui me regardent et cet homme qui me dit, vous allez tuer un innocent, j'hésite. J'hésite, je me dis, qu'est-ce que c'est? Et puis, on le ramène à sa cellule. Il raconte toute l'histoire au magistrat qui le croit ou qui ne le croit pas, peu importe, en tout cas qui n'en fait pas une affaire d'État, et il est libéré. Ce que vous avez fait ce soir-là, oui, Monsieur Pellegrini, c'est une faute grave pour un officier de police. Ah, ça, on le voit comme on veut. Moi, je ne considère pas ça comme une faute grave, parce que pour moi, le droit, ce n'est pas le droit des suspects, c'est celui des victimes. Je ne fonctionne pas comme ça. C'est une entorse au code de procédure pénale, c'est clair. Maintenant, une faute grave, chacun voit ça comme il veut. Ça n'a pas abouti? Vous regrettez d'être allé jusqu'à cette extrémité? Ça serait à refaire, je referais pareil. Je ne regrette pas du tout ce que j'ai fait. Absolument pas. Les policiers ne lâchent pas leur proie. Et 3 jours plus tard, ils arrêtent Patrick Henry dans la chambre d'hôtel qu'il a louée sous un faux nom. Le corps du petit Philippe est caché sous le lit. Nous sommes montés dans cette chambre, nous avons entendu du bruit. Patrick Henry était là. Il a essayé de fuir par la terrasse, par les toits, mais les fonctionnaires qui étaient avec le commissaire Cariven de la PJ de Reims l'ont arrêté et l'ont amené dans la chambre où nous avons découvert sous le lit le cadavre du pauvre Philippe Bertrand. Patrick Henry sera jugé en 1977 lors d'un procès historique. Son avocat Robert Badinter choisit de plaider contre la peine de mort. Il sauve Patrick Henry de l'échafaud. Condamné à perpétuité, il a aujourd'hui été remis en liberté après 23 ans de prison. Il y a aussi des gardes à vue qui tournent mal. Thierry est un notable de province. Il est arrêté pour malversation financière. Il se retrouve en garde à vue. Il avoue, oui, il est coupable. Mais les policiers en veulent plus. Ils veulent d'autres noms. Ils s'acharnent. Bon, je vais vous dire, j'ai été convoqué en fait au commissariat suite à... Enfin, par le biais d'un coup de téléphone, tout simplement. Je m'y suis rendu. C'est en fait 24 heures où vous êtes pressurisé, on vous harcèle de questions, on vous met... on vous déballe votre vie comme jamais on l'a fait jusqu'alors. Et on vous dit que finalement, parce que vous avez commis des erreurs,
et commis des actes préjudiciables, ben, de toute façon, aujourd'hui, vous êtes foutus. Après m'avoir entendu dire que j'étais d'accord sur un certain nombre d'éléments, ils ont commencé à me reprocher mon salaire, mon train de vie. Ils me disent, voilà, bon, on va faire une perquisition à votre bureau. Donc ils m'emmènent. J'ai vraiment senti à ce moment-là que j'étais là uniquement parce qu'ils voulaient me... C'est peut-être faux, hein, mais ils voulaient me balader pour dire à tout à chacun, bah regardez-le, quoi. Hein, on l'a eu, ça y est. Et maintenant, il est entre nos mains et on va presser le citron jusqu'au bout, quoi. Les policiers pouvaient aboutir au même résultat en termes qualitatifs, en termes d'enquête, sans avoir ces attitudes faites d'intimidation, de pression, d'humiliation. C'est simplement des mots, hein, tout simplement. Ce sont des mots, mais qui ont la force du coup de poignard, quoi, ou du coup de poing dans le ventre. Ils me disent, ah, on vous a pas dit, parce que vous avez cassé votre vie, mais vous avez aussi brisé la vie de votre épouse, et actuellement elle est en garde à vue, elle vit les mêmes choses que vous allez vivre. Le type qui vous dit à un moment, oh, on l'a vue en garde à vue, elle est effondrée, mais elle est quand même très belle, hein, vous la méritez pas, quoi. C'est-à-dire, parce que vous méritez même pas ça, vous méritez rien. Vous êtes un moins que... Quand vous vivez cette situation, vous avez envie de foutre votre poing dans la gueule au mec, ou de faire de ce que j'ai fait, c'est-à-dire en fait de basculer ailleurs, quoi. Thierry ne veut pas mourir, c'est-à-dire qu'il veut simplement arrêter une situation de violence morale qu'il subit depuis des heures, et qui est l'addition de toute une série d'attitudes qui, au fond, vont mettre en danger son intégrité physique parce qu'elles mettent en danger son intégrité morale. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai sauté de la fenêtre. Malheureusement, c'était au 6e étage, donc... J'ai fait une chute de 23 mètres, je me suis brisé les os et je me suis réveillé une semaine plus tard, sans jambes. Je voulais briser ce qui se passait, enfin, je voulais faire sortir mon épouse, je voulais... provoquer une rupture, reprendre... J'allais dire reprendre le jeu à mon compte, mais oui, un petit peu, quoi. Exister un peu, quoi. On met tellement à mal votre existence, enfin, on vous réduit tellement, enfin, on vous hache menu tellement que vous avez envie de reconstituer quelque chose. C'est bizarre de reconstituer en sautant par la fenêtre, mais finalement, c'est une manière de se retrouver hein, dans un acte qui est le vôtre. Pour limiter les risques de bavure pendant une garde à vue, la nouvelle loi sur la présomption d'innocence prévoit la présence d'un avocat pendant une demi-heure dès la première heure. Mais faut-il briser le huis clos de la garde à vue? Là-dessus, juges et avocats ne sont pas toujours d'accord. La garde à vue, c'est le moment où l'enquêteur veut obtenir les aveux. C'est essentiel d'avoir des aveux. On ne peut pas avoir d'aveux si à un moment donné, on n'a pas du temps devant soi et un maximum de pression sur ces aveux. Plus la police a de pouvoir, plus elle est efficace. Mais vous avez le corollaire, par ailleurs, d'obtenir des aveux qui ne correspondent pas forcément à la réalité. C'est ça toute la difficulté. Vous en connaissez, vous? Oui. Des affaires? Oui. Particulières? On peut citer un certain nombre de noms, maintenant célèbres et qui appartiennent au domaine public, hélas. Selmouni. La Cour européenne vient de condamner la France pour actes de torture et de barbarie. Pendant la garde à vue? Pendant la garde à vue. Pendant la garde à vue, la Cour européenne retient l'utilisation d'une matraque qui a servi au viol de cet homme. C'est une zone où il se passe des choses qui sont indignes. Et je ne parle pas là des comportements de certains policiers, qui, je l'espère, sont minoritaires et qui sont, c'est vrai, parfois sanctionnés, avec tout de même la difficulté d'établir la preuve. Parce que quand un mis en examen raconte que ça s'est mal passé en garde à vue, tout de même, on considère a priori sa parole contre celle du policier. Oui, et on considère a priori que la parole de l'officier de police judiciaire vaut 10 fois, voire 100 fois la sienne. Bon. Qu'est-ce que vous attendez, vous, d'une garde à vue?
qui est juge d'instruction et qui supervisait tout cela. Vous ne les conduisez pas vous-même, mais vous les supervisez. Écoutez, la garde à vue, c'est plusieurs choses à la fois. Il y a une chose qui peut paraître stupide, mais c'est le moyen de conserver quelqu'un à sa disposition. C'est d'éviter que quelqu'un dise bah, « écoutez, je n'ai pas à vous parler, je rentre chez moi ». Donc c'est une coercition dans la liberté d'aller et venir de quelqu'un. La deuxième chose, c'est ce qui permet, je dirais, d'éviter que quelqu'un fasse disparaître des preuves ou fasse pression sur des témoins. Les premiers temps de l'enquête, ça peut arriver, faire disparaître des éléments de preuve. Et la troisième chose, c'est qu'on oublie que les gens qui sont mis en cause, les gens à l'égard desquels il peut exister des indices graves et concordants, comme le texte l'indique, ont souvent tendance à mentir. Alors, je voudrais 2 minutes qu'on parle quand même de la garde à vue. Il faut que, me semble-t-il, les gens qui nous regardent sachent de quoi on parle. Vous arrivez en garde à vue, vous avez quelques droits, c'est vrai. Vous savez qu'à la 20e heure, vous pourrez éventuellement rencontrer un avocat, un médecin. Vous ne pouvez pas choisir, d'ailleurs. Vous pouvez faire prévenir votre famille et vous connaissez la durée de la garde à vue. Mais c'est tout. C'est tout. Le reste, ça n'est écrit, ça n'est inscrit nulle part. Alors, monsieur, on vous enlève votre ceinture, vos lacets, votre argent, votre portefeuille. On vous met les menottes. On vous colle dans une cellule où on put séjourner toute la nuit précédente des poivreaux ramassés et placés là en dégrisement. On va vous donner à manger, non pas quand vous aurez faim, mais quand on aura envie de vous donner à manger. Il y aura un gentil, puis il y aura un méchant. Gentil, il va vous taper sur l'épaule. Le méchant, il va vous foutre la trouille. D'accord? D'ailleurs, l'École nationale de la magistrature a fait quelques écrits, ce sont des écrits oubliés peut-être, où par exemple la menace de placement des gosses à la DAS est une menace que l'on rencontre de façon récurrente. Est-ce que vous, magistrat, garant de la liberté individuelle, vous pouvez me dire à cet instant, moi, juge d'instruction, je pense qu'un tel propos dans la bouche d'un officier de police judiciaire est digne? Vous le savez que ça existe, on le sait tous. La nouvelle loi va conduire l'avocat à venir dès la première heure de garde à vue. Pas de problème, mais ce que je veux dire, c'est que je ne conteste pas le médecin, bien évidemment, l'avocat, bien évidemment, et je dirais que là, ce serait un combat véritablement d'arrière-garde de condamner la présence de l'avocat. Mais je tiens à dire qu'on a oublié que la garde à vue n'est pas simplement un moment où on détient quelqu'un juste pour l'embêter, c'est un moment où on le détient pour essayer d'établir un certain nombre de choses. Et bien sûr, on nous dit qu'il ne faut pas avoir la religion de l'aveu, il faut éviter de faire pression sur les gens. D'ailleurs, d'une manière tout à fait curieuse et très surprenante, dans le texte de Mme Guigou, on va passer son temps à dire aux gens qu'ils ont le droit de se taire. On se demande bien à quoi sert l'enquête. Ce qui est sûr, c'est que cette espèce d'adoration du droit au silence de par les gens qui font la loi est un peu inquiétante. C'est vrai que alors là, pour parler très clairement aux gens qui nous regardent, je leur confie la tâche de faire des enquêtes et de rendre la justice, ça ne leur viendrait pas à l'esprit de dire aux gens qu'ils interrogent « taisez-vous ». Et c'est un peu ce que notre droit est en train de prévoir à tous les stades de la procédure, ce qui est un peu inquiétant. Est-ce que vous ne leur dites pas, vous, avocat, taisez-vous, ne dites rien? Alors si c'est pour arriver à dire ça devant un juge, quel espoir y a-t-il d'arriver à des aveux et à une avancée de l'enquête? Et quand bien même ce serait ça? Quand même, obtenir des aveux, c'est quand même l'objectif d'une enquête. Non, d'abord, je ne le crois pas. L'objectif d'une enquête, c'est de découvrir une vérité. Non. Et le fonctionnement même de la garde à vue, c'est dans une démocratie comme la nôtre un scandale absolu. D'ailleurs, les policiers italiens, portugais, allemands, britanniques nous regardent comme si nous étions au Moyen-Âge. La fin justifie les moyens. Mais vous aurez sur 100 coupables un innocent qui va craquer. Alors les policiers vous disent, nous on n'a jamais vu d'innocent avoué. On a péremptoirement réglé la question. Et nous on apprend, parce qu'on a fait la même faculté. Et parce qu'il est, je le répète, monsieur le juge, garant de la liberté individuelle dans ce pays, nous avons appris que la fin ne justifiait pas les moyens, que le droit ne pouvait pas se confondre avec la morale, et que si vous avez 10 coupables qui reconnaissent, est-ce que ça vaut le sacrifice d'un innocent? La garde à vue est évidemment un lieu de pression psychologique, et pour obtenir les aveux de l'homme qui attend dans le bureau, toutes les ficelles sont bonnes. Un objet, un simple objet, peut déstabiliser l'assassin. Dans les années 80, le commissaire Bernard Laitier est inspecteur à la brigade criminelle quai des Orfèvres à Paris.
Monsieur, bonjour. Le 5 octobre 1984, je suis de permanence. Je traverse le pont d'Austerlitz lorsque j'ai un appel à 20h55. On me demande de me transporter 10 rue Saunier à Paris 9e, où l'on vient de découvrir le corps d'une personne âgée, ligotée et bâillonnée, et l'appartement a été fouillé. Je me transporte donc rapidement sur place. Je suis loin de me douter à cette époque que c'est la première victime d'une très très longue série. Encore 2 vieilles dames découvertes assassinées aujourd'hui. Cela fait 6 en moins d'un mois, avec à chaque fois d'étranges ressemblances entre les meurtres, comme si l'assassin avait attendu les vieilles femmes sans méfiance. Ces 2 vieilles dames essayent de comprendre ce qui est arrivé à leur voisine, Madame Vendôme, 82 ans, ancienne bibliothécaire du Louvre, retrouvée assassinée chez elle. La mort remonte à plusieurs jours. Madame Vendôme a visiblement été étranglée par quelqu'un qui l'aurait suivie jusqu'à son domicile. L'assassin cherchait certainement des bijoux et de l'argent. Même scénario hier dans le 5e arrondissement. Dans les 2 cas, il n'y a aucune trace d'effraction sur les portes d'entrée. La liste est longue en effet. Anna, 83 ans. Suzanne, 89 ans. Alice, 84 ans. Estelle, 91 ans. Et tant d'autres. Entre 84 et 87, près de 20 vieilles dames sont retrouvées torturées et assassinées. Le meurtrier court toujours. L'inspecteur Laitier est chargé de coordonner les rapports d'enquête effectués par tous les services qui travaillent sur des meurtres de vieilles dames. Il en connaît chaque détail, chaque mode opératoire. Et il a beau avoir l'habitude, le meurtre de ces vieilles dames lui est intolérable. L'un d'entre eux en particulier. La première, ça marque beaucoup. Je sortais de chez ma mère, donc je pensais ultérieurement que ça aurait pu aussi lui arriver. Mais vous en avez une autre à qui on a fait boire un produit dont je ne peux pas vous citer le nom, mais qui est un déboucheur d'évier. Imaginez les souffrances de cette femme. Alors, si vous voulez, cet élément m'a tellement marqué qu'à partir de cette date, je me suis procuré, j'ai ramené de mon domicile un flacon de ce déboucheur d'évier que j'ai laissé dans mon bureau, sachant qu'un jour ou l'autre, le ou les auteurs seraient interpellés, et je voulais absolument, le jour où ils pénétreraient dans mon bureau, croiser son regard à la vue de ce flacon. Bernard Laitier devra attendre 3 ans pour se retrouver face au tueur qui l'obsède. Fin 87, grâce au témoignage d'une vieille dame qui a échappé de justesse à la mort, les policiers peuvent établir un portrait robot précis. L'assassin est un métis antillais. Signe particulier, il porte une casquette et une boucle d'oreille. Il se trouve que le 1er décembre 87 est interpellé par mon collègue Francis Jacob, un individu qui répondait à un signalement qui avait été diffusé 3 jours avant. Thierry Paulin est transféré au quai des Orfèvres. L'analyse de ses empreintes ne laisse aucun doute, c'est bien lui, le meurtrier. Quand Paulin est arrivé à la crime, il était autour de 17h. Le chef des services est absent. C'est son adjoint, André Bizel, qui est là. Et Paulin est conduit dans son bureau. Nous discutons, à bâton rompu. Et puis, je suis préoccupé parce que ce que j'avais prévu avec mon flacon de déboucheur d'évier ne peut pas se réaliser, je ne suis pas dans mon bureau. Je m'éclipse discrètement, je vais récupérer mon flacon et je reviens discrètement et je m'assieds au bureau de M. Bizel, je le place sous le bureau. Et au cours de la discussion, si vous voulez, bon, pourquoi cet instant, je ne sais pas, j'ai jugé propice, j'ai fait semblant de me fâcher et j'ai sorti rapidement de sous mon bureau ce flacon, j'en ai ici un exemplaire, hein, ce flacon, il était sous mon bureau. Je vais vous mimer à peu près la scène. Hein. Et sous mon bureau, nous discutions, et subitement, et ça, et ça, et ça. C'est pas moi. Qui c'est? Et c'est à cet instant qu'il nous a balancé le deuxième Thierry, Jean-Thierry Mathurin. Paulin n'a jamais été jugé. Il est mort du sida en prison au printemps 89. Son complice Mathurin a été condamné, lui, à perpétuité. Aujourd'hui, Olivier Marchal est comédien. Il était l'inspecteur Urtegui dans le feuilleton télévisé Quai numéro 1. Mais avant, il était flic, un vrai flic, confronté, comme beaucoup de policiers, à des affaires qui bouleversent. Je voudrais savoir comment un policier, peut-être encore plus un jeune policier, peut supporter la pression d'une enquête sur un pervers.
Un jeune flic, on supporte jamais vraiment. C'est vrai que moi, je suis rentré dans la police, j'avais 20 ans, avec des images de cinéma, de littérature. Je me suis retrouvé à la criminelle au SRPJ Versailles parce que c'est vrai que c'était un des services les plus réputés de France. Et on a été saisi donc d'un double homicide, donc un couple qui a été dont le mari a été abattu en plein sommeil par un type qui s'est introduit en effraction au domicile, qui a fait descendre donc la mère, qui a vu donc son mari se faire buter devant elle. Dans la cuisine, il s'est livré à diverses choses que je passerai sous silence avec des ustensiles divers. Il a pris des polaroïdes, il l'a torturé, tout ça, il l'a tué. Le problème, c'est que les 2 enfants étaient à l'étage et ont assisté à tout. Et il les a laissés en vie. Donc c'est vrai que nous, on a uniquement le témoignage de la petite fille qui devait en avoir à l'époque, je ne sais pas, entre 7 et 9 ans. On était tous bouleversés, quoi, vraiment bouleversés, parce qu'on avait cette môme qui était... Enfin, bon, moi, j'en ai encore un peu des frissons chaque fois que j'en parle. Parce que c'était il y a combien de temps? C'était ça, des années 80, 82. Vous vous rendez compte? 18 ans après, quoi. 18 ans. Ça vous poursuit comme ça, 18 ans Ouais, toujours, mais moi, j'y pense tous les jours à cette affaire. Enfin, c'est vrai qu'on n'a pas de support psychologique non plus, parce qu'à l'époque, ça se faisait pas, mais je crois que maintenant, avec la vague de suicides, je crois qu'ils sont en train un peu de rectifier le tir. Et c'est des flashs comme ça qui sont tout le temps là, parce qu'on se dit... je crois qu'on a connu le pire avec cette affaire-là. Donc, parce que moi, je revois toujours le regard de cette môme. J'avais 22 ans, et avec le père donc, de la maman qui était morte, qui m'a pris à moi, le plus jeune, je ne sais pas pourquoi moi, peut-être un rapport père-fils aussi, je ne sais pas. Il m'a dit, trouvez-le, je vous en prie, trouvez-le. Et je me suis senti comme un con, moi, parce que moi, je me suis dit, oui, on va faire le maximum, je vous promets, quoi. Et il m'a dit, je suis obligé d'aller hurler dans mon jardin toutes les nuits, il faut que ça sorte. Il passait ses nuits à hurler, quoi. Et donc, en fait, nous, on est saisis de l'affaire, on a des petits détails, c'est que le mec s'est fait à bouffer après dans la cuisine, après avoir fait tout ça, il s'est fait des œufs au plat et tout dans la cuisine, enfin, il a mangé tranquillement, et il s'est arraché. Donc nous, on a les cadavres, on a le témoignage de la petite, qui nous fait un portrait robot, quoi. Donc on avance quand même avec elle. Et 2 ou 3 jours plus tard, mon chef de service nous convoque, et c'était le commissaire Leclerc à l'époque. Il recevait des polaroïdes, donc des polaroïdes de la maman, quoi, dans des positions équivoques, prises la nuit du crime. Ouais, c'est un vrai pervers, quoi. Il envoie des photos. Oui, tout à fait. Et puis il nous provoquait, quoi, avec des mots et tout ça. Et tout était posté d'une poste dans un arrondissement à Paris. Donc on commence à descendre tous les commissariats, tous les bureaux de poste, à interroger les guichetiers avec le portrait robot et tout, mais bon, ça passe tellement que personne ne savait rien. Et un soir, mon coéquipier, donc, qui s'appelait Jean-Yves Flores à l'époque, décide de passer à la première DPJ en dernier lieu, quoi, comme c'est la division de police judiciaire qui couvre tout le 18e. Et on tombe un soir de Pau, donc entre flics, vieux flics, jeunes flics, enfin, et on prend un vieux chef de groupe à l'ancienne, un peu comme Ventura les incarnait si bien, quoi, vraiment le prototype du poulet comme on les a rêvés, quoi. Et, le vieux poulet, quoi. Voilà, le vieux poulet qui a bourlingué, qui a les adresses de tous les bars de Paris inscrits sur sa trogne avec toutes les boîtes de nuit. Et on lui dit, voilà, on a cette affaire. Bon, il était au courant, il nous dit, bien sûr, tout le monde en parle et tout. Et puis on lui dit, on a un portrait robot. Voilà, et on lui donne le mode opératoire. On lui dit, voilà, le mec qui a fait ça, les liens étaient comme ça, patin coup fin. Et le mec, voilà, je me rappelle en plein pot, au milieu des cacahuètes, du pastis et tout, il nous dit, putain, ça me rappelle un espèce d'enfoiré qu'on avait fait, mais il me dit, il y a 15 ans, il s'introduisait chez les petites vieilles comme ça, de la même façon, il les ligotait de la même façon et tout ça, et puis il se livrait à des petits trucs, mais il me dit, il doit être au ballon encore. Et il va chercher dans ses archives personnelles, il faisait des archives perso, il nous ressort les vieilles pelures d'il y a 15 ou 17 ans. Quoi. Il regarde, il nous dit, tenez, il nous file la pelure, hein, mais à mon avis, les mecs... il est en cabane, quoi. Ouais, voilà, et puis il faut oublier, quoi. Et nous, on revient au SRPJ, et on dit, voilà, il y a ce type-là, on sort les photos de l'époque, donc les photos anthropométriques, et ça correspondait vaguement. Et on l'identifie donc par son numéro de sécurité sociale. Heureusement, à l'époque, le flic qui avait fait l'affaire, donc lui, avait relevé son numéro de sécurité sociale. C'est ce qui s'appelle l'identité complète, ce que ne font pas tous les flics. De temps en temps, on néglige des détails comme quoi il faut tout mettre. Et par le numéro de sécu, on le loge dans un hôtel en banlieue, on le tape au matin, on fait la perquise, on trouve tous les godemiches et les machins. Et voilà. C'était lui? C'était lui. C'était un profiler, votre gars?
Votre commissaire, votre vieux commissaire Rougeau, c'était un profiler? Un petit peu, oui, à sa façon. C'est-à-dire que c'était un poulet à l'ancienne, comme il n'en existe plus malheureusement, parce que maintenant, dès que vous fréquentez un bar, dès que vous fricotez un peu avec des putes et des voyous, ben, vous êtes suspect, quoi. C'est-à-dire que c'est le... Mais à l'époque, c'était ces mecs-là qui étaient tout le temps sur le terrain, à traîner dans les bars, à traîner sur le 18, et puis qui avaient la mémoire C'était des archives ambulantes, quoi. Il se présente comme un policier en civil, il a, dit-on, entre 25 et 30 ans et selon des indices concordants, c'est un violeur en série. Les polices départementales de Paris et la brigade des mineurs sont sur les dents. À chaque fois le même scénario. Le criminel suit de jeunes adolescentes à la sortie du collège. Elles ont entre 9 et 14 ans. L'homme les agresse dans des endroits isolés, parfois même au pied de leur immeuble. L'enquête piétine. Alors on fait appel à Michel Agrappa-Delmas. Elle est profileuse à la française, psychocriminologue. Pour toutes ces histoires de viol en série, surtout lorsqu'il s'agit d'enfants, c'est un peu l'occasion qui fait le larron. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prédestination, il n'y a pas de victime choisie, repérée, sélectionnée préalablement. L'auteur passe dans la rue, il voit une fille, c'est calme, la rue est tranquille, et à ce moment-là, la pulsion sexuelle d'agression va se déclencher et il va passer à l'acte. Les enfants n'ont rien à voir ensemble. Vous en avez qui ont 10 ans et demi, qui sont physiquement des vrais bébés qui doivent encore jouer à la poupée Barbie. Et puis vous en avez d'autres qui ont 12 ans, qui sont déjà presque des femmes physiquement. Certaines ont des cheveux longs, d'autres les cheveux courts, il y a des blondes, il y a des brunes, il y a des types européens, il y a des types asiatiques, il y a des types africains. Donc même dans l'apparence, on ne retrouve rien de commun. On commence à cerner le personnage. On a son empreinte génétique, on a sa description physique, on a son portrait repos. Je suis en train de construire sa personnalité psychique. Est-il violent? N'est-il pas violent? A-t-il peur? N'a-t-il pas peur? Est-il capable de tuer? Est-il dangereux? Pas dangereux? Lorsque l'on a une personnalité psychologique associée à des lieux, à des horaires, etc., on essaye de reconstituer une vie virtuelle de cet homme-là. Mais on peut complètement passer à côté. Michel Agrappa-Delmas a déjà réalisé plus de 25 profilages pour la police et la gendarmerie. Elle affirme que 6 fois sur 10, sa collaboration a permis de trouver le coupable. Ce sont toujours les juges d'instruction qui la désignent. Claude Causard est l'un des 6 magistrats qui suit le dossier du violeur en série. C'est la première fois qu'il fait appel à un profileur, décision prise au risque de vexer les policiers sur le terrain. Pour l'instant, c'est la méconnaissance du rôle du profileur qui pourrait apporter quelques réflexions acerbes de la part de certains policiers. Je crois qu'un policier, s'il raisonne normalement, il ne pourra qu'arriver à la conclusion que ce ne peut être qu'un apport positif et non pas un apport négatif. Bon, ce n'est pas le profileur qui va aller mener l'enquête sur le terrain, ce n'est pas lui qui va faire des filatures, ce n'est pas lui qui va faire des surveillances, ce n'est pas lui qui va passer des journées à manger des sandwichs. Bon, tout ça, c'est un complément, c'est uniquement une approche différente qui peut être un élément du dossier et un élément qui pourra permettre une synthèse. Aujourd'hui, je vis une expérience douloureuse, difficile, que j'espère un jour couronner de succès. Si d'aventure j'avais à subir une autre expérience de ce type, croyez bien que je ferais peut-être la démarche de saisir le profileur plus tôt. Direction Fleury-Mérogis. Aujourd'hui, Michel Agrappa-Delmas, mandaté par un juge parisien, vient faire l'expertise psychologique d'un violeur. En 15 ans, elle a rencontré plus de 2000 criminels, une expérience essentielle à son métier de profileuse. L'étude de toutes ces personnalités criminelles, ça me permet de connaître différents types de personnalités et de les plaquer sur un mode opératoire dans le cas où on n'aura pas identifié. C'est le travail inverse du profilage. Dans le profilage, on part de victimes, vivantes ou mortes, on recherche l'auteur. Ici, on a les auteurs et on les étudie, on les décortique psychologiquement pour essayer de comprendre pourquoi ils en sont arrivés là et quel est leur taux d'agressivité, leur violence, leur réaction au stress, à la frustration et comment leur avenir va se conduire. On sait à peu près à coup sûr ceux qui vont récidiver ou pas. Contrairement aux profilers anglo-saxons,
Michel Agrapa-Delmas ne va jamais sur les lieux du crime. Lorsqu'on fait appel à moi 2 ans après un crime, si je vais sur la scène du crime, ça me permet, je dirais, de me remettre dans l'esprit, dans l'atmosphère, mais ça ne portera pas d'éléments matériels tangibles qui sont déjà bien relevés depuis 2 ans, et psychologiquement, ça n'apportera pas grand-chose. Le regard du psychologue, il est essentiellement psychologique, basé sur une enquête matérielle. Donc c'est un complément, c'est un plus. Alors qu'est-ce que c'est qu'un profiler? Eh bien, un profiler, déjà vous le dites avec l'accent américain, c'est très bien, parce que c'est une réalité américaine, essentiellement. Ce sont des gens qui, dans une structure policière et judiciaire américaine, sont spécialisés dans l'établissement de profils d'auteurs présumés de crimes non résolus. Donc, ça fait pratiquement un demi-siècle que des gens établissent des profils psychologiques. Et puis il y a eu le silence des agneaux. Ah ben voilà, ça a déclenché quelque chose. On s'est mis à parler des profilers partout. On en a vu partout, dans les journaux, à la télé, au cinéma. Et le monde policier a été un peu confronté avec cette nouvelle race de policiers. Oui, alors pourquoi en France il n'y en aurait pas? Pourquoi en France il n'y en aurait pas? D'abord parce que la structure policière et judiciaire française n'a pas grand-chose de commun avec la structure judiciaire et policière américaine. Est-ce qu'il n'y a pas aussi en France une culture de l'intuition? Les policiers disent le pif, disent le flair, bref, une sorte de psychologie sauvage pratiquée par tous, par les policiers, et depuis longtemps. Mais monsieur, je crois qu'il ne faut pas en dire du mal de ça. Je crois que l'intuition et le flair des policiers, et surtout leur immense expérience, je pense à mes collègues qui travaillent dans les SRPJ, ou qui travaillent à la brigade criminelle, ou qui travaillent dans les grands services qui s'occupent des affaires de crimes de sang, ont une expérience telle de ce genre de situation qu'elle finit par leur donner effectivement une sorte de patine personnelle et psychologique qui fait qu'ils sentent, et ils sentent très bien. Et ils ont rarement tort. Par contre, entre sentir que telle personne est éventuellement le responsable d'un acte et démonter le mécanisme qui a conduit à cet acte, il y a tout un monde. Et c'est là peut-être que les psychologues peuvent aider en apportant des lectures qui permettent de compléter celles des policiers. Au fond, qu'est-ce que c'est qu'un serial killer? La définition qu'en donnent les Américains est fort simple. C'est une personne qui a tué plus de 3 personnes dans des circonstances différentes, avec du temps entre chacun de ces crimes. 3. Alors si on prend uniquement cette définition, 3, il y en a plein. Simplement, ce que l'on va appeler serial killer, c'est quelqu'un qui tue au nom d'une série, c'est-à-dire au nom de meurtres se définissant les uns par rapport aux autres. Nous avons par exemple l'exemple d'un monsieur en Afrique du Sud qui prenait un tapon de vêtements sur le corps d'une de ses victimes, le lui mettait dans la bouche. Mais il prenait aussi un autre tapon de vêtements qu'il mettait dans la bouche de la suivante. C'est-à-dire que chacun des crimes qu'il faisait préparait le suivant. Là, nous avons exactement la définition du tueur en série, c'est-à-dire des crimes qui se définissent les uns par rapport aux autres dans la logique psychopathologique de celui qui les fait. Le serial killer de Phoenix avait un rituel très particulier dans sa façon de tuer et d'attacher ses victimes. D'après ce que j'avais pu établir à l'époque, c'est qu'il n'avait pas besoin d'attacher ses victimes, parce qu'elles n'offraient aucune résistance, car elles étaient inconscientes ou déjà mortes. Mais il les attachait quand même. Il leur liait les pieds et les mains dans le dos, et ensuite il leur entourait la tête d'une cagoule qu'il fabriquait à partir d'un bout de leurs vêtements. Puis il prenait un bout de tissu qu'il entortillait. Il faisait une boule avec, et il la mettait dans leur bouche, ce qui était inutile. La plupart des victimes ont été retrouvées couchées sur le ventre, mais je pense qu'ils ne voulaient pas voir leurs yeux. Le message est « Ne me regarde pas ». Mais il y avait aussi le bâillon dans la bouche, et je pense qu'il voulait les empêcher de parler. Or, la victime était déjà morte ou inconsciente, et elle ne pouvait donc pas crier. Il y avait beaucoup de symbolisme dans tout ça. Il voulait empêcher les femmes de lui parler. Il leur attachait les mains pour qu'elles ne puissent pas le toucher. Il était très effrayé par le contact et la conversation avec les femmes. C'est ce qui m'était apparu sur les lieux du crime. Ce qui a tout de suite attiré mon attention, c'est le son des feuilles. Quand il marchait sur la route avec ses victimes, il devait probablement discuter tranquillement avec elles. Mais à partir du moment où il pénétrait dans les cannes, les feuilles se mettaient à toucher son visage et le son obsédant des feuilles lui bloquait toute pensée rationnelle et déclenchait son fantasme de tuer. Le son particulier des feuilles le faisait se sentir en sécurité
et activer son fantasme. Pour établir un profil, je suis certaines recettes. D'abord, je commence avec ce que l'on a recueilli sur le lieu du crime, les indices. Ensuite, je m'intéresse au rapport du médecin légiste. Y a-t-il eu des blessures? Quelle est la date du décès? Etc. Après cela, il faut que je retourne sur le lieu du crime avec un photographe pour reconstruire ce qui s'est passé. Et c'est seulement quand j'ai recueilli tous ces éléments que je commence à rédiger le profil du tueur. Pour le cas du tueur des champs de canne à sucre, j'avais écrit, pour la race noire d'origine zoulou, l'âge entre 32 et 40 ans, et en fait il en avait 31, statut marital, il pouvait être divorcé, mais il n'avait pas la capacité d'entretenir une relation intime avec une femme, ce qui s'est avéré vrai. Il avait eu une petite amie longtemps auparavant. Domicile, il devait bien connaître le coin et habiter probablement les environs. En mars 1999, Sifotoala est condamné à 513 années de prison pour 18 meurtres. Vous nous dites que ce genre de tueur-là n'existe pas dans notre pays? Pas beaucoup, voyez-vous. Nous parlons souvent de Landru, puisque c'est celui que l'on met toujours en avant dans ce genre de situation. Landru, vous savez, il a tué pas mal de dames qu'il a passées dans sa cuisinière. On ne peut pas exclure que, dans sa psychologie, ça faisait fonctionner quelque chose en lui de l'ordre du plaisir. On ne sait pas. D'abord, on ne l'a pas questionné à ce sujet-là. Mais quand même, si on regarde Landru et sa trajectoire, ce n'est qu'un banal escroc au mariage. C'est-à-dire que sa première motivation et sa motivation essentielle, c'était de s'emparer des biens matériels de ces dames. Le crime n'était que la conséquence, n'était pas la raison d'être de l'acte. Je pense à Francis Holm. C'est un tueur en série? Peut-être, c'est possible. Mais c'est possible que des tueurs comme cela existent. C'est possible que plus tard, on en voit un certain nombre apparaître. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que actuellement, nous n'avons pas beaucoup de ce genre de personnages. Ici commence la traque de l'un de nos plus grands tueurs en série. Le 14 mai 89, sur la plage de Brest, on retrouve le corps d'Aline Pérez, une aide-soignante de 49 ans, poignardée. Après une très longue et difficile enquête, ce meurtre va mener les gendarmes sur la trace de Francis Holm. Donc la victime était découverte ici, et ses affaires de plage étaient posées juste au creux de la roche qui est là, ce qui indique bien qu'elle n'a pas eu le temps d'atteindre ses clés de voiture notamment, pour essayer de s'enfuir. Et quand on sait qu'il y a des témoins à 100 mètres, c'est-à-dire 100 mètres d'où je me trouve, ça donne déjà une idée de la nature de l'agression dont elle était victime. Le gendarme Abgral est tout de suite frappé par le caractère atypique de ce meurtre commis en plein jour dans un lieu public. Un scénario extrêmement rare. Donc finalement, quand on arrive sur une scène de crime comme ça, on s'imprègne un petit peu de l'atmosphère et de tout ce qui paraît étrange. En fait, là, en l'occurrence, la nature du meurtre même est étrange. C'est-à-dire qu'un assassin ne va pas généralement tuer quelqu'un là où il est susceptible de croiser des témoins. Et là, en l'occurrence, c'est le cas. C'est-à-dire que ça dénote de la part de l'auteur une volonté de tuer, mais en plus une maîtrise quand même de la victime. Hein. Ça, c'est très important. Finalement, là, on sait qu'on a affaire à quelqu'un qui a un savoir-faire, qui a probablement déjà tué. Ainsi se dessine peu à peu le profil du tueur. Mais dans un premier temps, les gendarmes procèdent à l'audition systématique de toutes les personnes présentes sur la plage le jour et la veille du meurtre. Parmi les témoignages qui sont recueillis, il y a un témoignage qui fait état d'une personne qui était présente juste au-dessus de nous, là, dans un taillis, et qui partait sensiblement à l'heure du meurtre de la plage. Donc je savais, dans cette enquête-là, qu'il y avait au moins une personne qui portait un anorak bleu, qui était présent sensiblement dans le temps du meurtre. Cet inconnu à l'anorak bleu devient la clé de l'enquête. Mais il faut rechercher d'autres témoins, et dès le mois de juin, Jean-François Abgral interroge un autre routard signalé sur la plage la veille du meurtre. Ce routard, visiblement très tendu, s'appelle Francis Holm. Durant tout l'entretien, Holm va me fixer, va détailler mes faits et gestes à l'extrême. Donc ça se passe comme ça, c'est assez étonnant. Et finalement, dans sa discussion, il va rapidement évoquer le meurtre de Brest en le transposant. C'est-à-dire qu'il va évoquer son service militaire, nous dit avoir appris à neutraliser une sentinelle en lui donnant un coup de couteau au cœur, au rein et au cou. Et c'est exactement comme ça que la femme de Brest a été assassinée. Et là, vous vous dites, j'ai affaire à quelqu'un de particulier. Non, mais c'est clair que c'est quelqu'un de particulier. Maintenant, rapidement aussi, il retombe sur ses pattes en disant, voilà, moi j'ai un alibi,
J'ai rien à voir avec l'histoire. Je suis passé sur la plage, effectivement, mais la veille. Et le jour des faits, moi, j'étais hospitalisé à 80 km de là, dans un hôpital, suite à un malaise cardiaque. Dès cette première rencontre, Jean-François Abgral sent que Francis Holm joue un drôle de jeu. Un jeu dont il ne comprendra les règles que bien plus tard. En attendant, il suit ses déplacements à travers toute la France et la tactique est payante. En août, Holm est contrôlé à Avignon le jour du meurtre d'un retraité. Mais là encore, il a un alibi, alors il peut reprendre la route. Pendant 2 ans, l'enquête sur le meurtre de Brest piétine, jusqu'à l'interpellation en novembre 91 de l'homme à l'anorak bleu, un SDF surnommé le Gaulois. La piste est bonne, le Gaulois avoue que le jour du meurtre, il était avec Holm, qui s'était discrètement échappé de son hôpital. Le 6 janvier 92, Francis Holm est arrêté. De lui-même, lorsqu'il va consulter l'album photographique que je vais lui montrer, où le fameux Gaulois est présent, il va lui-même me raconter l'histoire en me disant « Mais tu l'as trouvé celui-là » Je vais dire « Oui ». Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Ben, que c'est moi. Et puis il va expliquer l'histoire, les coups de couteau, par où il s'est sauvé. Il va faire un schéma en expliquant sa position sur la plage, la position de la victime, la position du Gaulois. Il n'a pas à jouer là. Il a joué 2 fois, 3 fois. Et il rentre. Mais il a un comportement normal, je dirais. Quelqu'un qui s'explique face aux éléments qui lui sont exposés, qui lui sont amenés. Comme s'il avait joué et qu'il avait perdu. C'est ça, mais c'est complètement ça. Mais assez rapidement, il va faire comprendre qu'il y a d'autres jeux derrière. Et c'est là le cœur du système Holm. Plus l'enquêteur lui prouve qu'il connaît son parcours, plus Francis Holm donne de précisions. Lentement, Jean-François Abgral décode le fonctionnement du personnage. Il faut respecter aussi un protocole, c'est-à-dire qu'il y a un nombre de termes qu'il n'aime pas entendre. Il n'aime pas parler de sexe, de meurtre, de sang, d'enfants, de choses comme ça. Et bon, il faut rentrer dans son jeu pour avancer. Curieux face à face que celui des 2 hommes, fondé sur le respect, la ruse et la mise à l'épreuve. C'était une sorte de jeu en fait, puisque à terme, on savait tous les deux qu'on allait arriver à discuter d'un meurtre qu'il avait commis. Mais on l'interroge pas finalement. C'est lui qui vient doucement à parler de son itinéraire. Ça, je parle des premières phases de discussion. Donc là, il est là en train de vous dire, je suis allé me promener à Metz et je suis passé route de Vallière. Point. Et ça s'arrête, il y a un silence là. C'est pas un flot de paroles. Ça veut dire que route de Vallière, ça devient un élément important. Effectivement, c'est à cet endroit qu'a été retrouvé en mai 91 le corps de la jeune Laurence Guillaume. Le routard du crime, c'est son surnom. Francis Holm, 36 ans, est jugé aujourd'hui à Metz pour le meurtre de Laurence, 14 ans. Francis Holm, ou peut-être l'un des plus grands tueurs en série de ces dernières années. Marginal, sans domicile fixe, Holm parcourt les routes de France de 1984 à 1992. Un parcours parsemé de pépins, dit-il, ce qui dans son jargon veut dire de meurtre. Abgral interroge Holm pendant plus de 2 ans. Et à chaque fois, Holm évoque sa participation à d'autres meurtres. Mais toujours selon le même principe, en mélangeant dans le même récit les détails de plusieurs assassinats différents, à l'enquêteur de reconstituer ce puzzle incohérent. Mais c'est clair qu'au départ, j'ai perdu de la matière avant de comprendre tout ça. Et m'apercevoir que ces incohérences n'en étaient pas, mais étaient uniquement des faits correspondant à des homicides. Mais c'est clair qu'au départ, moi, j'ai pris pour argent comptant des choses que je ne maîtrisais pas du tout. S'il n'y avait pas eu un homme compétent pour servir l'accusation, Jean-François Abgral, s'il n'y avait pas eu cette cellule anti-Holm, il faut parler franchement, s'il n'y avait pas eu la personnalité de Francis Holm, livrant, alors qu'on ne lui demandait rien, des éléments d'une autre affaire, parce qu'il croit qu'en parlant d'une autre affaire, on ne va pas ensuite tout rassembler, eh bien je dis que Francis Holm serait encore en liberté. À ce jour, Francis Holm a déjà été condamné pour 5 meurtres. Il est en attente de jugement pour 5 autres. 2 fois déjà, il a été mis hors de cause, faute de preuves. Car si Francis Holm fait souvent des aveux très précis, c'est en général pour se rétracter aussitôt. Alors quand dit-il toute la vérité? Malgré le travail méthodique de Jean-François Abgral, le cas Holm garde sa part de mystère. Dominique Rizet, est-ce que vous diriez que Francis Holm est un malade mental? Francis Holm est un malade. Il a une personnalité psychopathique. Et comme tous les psychopathes, il ne supporte pas d'être frustré. Il ne supporte pas la frustration.
Et il est capable, dans des moments comme ceux-ci, d'une très très grande violence. Il déconnecte totalement de la réalité. Est-ce qu'il a été reconnu malade mental par la justice? Non, la justice l'a soumis à des tests psychiatriques et les psychiatres sont tombés d'accord sur le fait que Francis Holm ne présentait pas personnalité... était responsable de ses actes, quoi. Était responsable de ses actes. Alors la justice dispose d'un article qui est le 122.1 du Code pénal qui dit que tout crime commis en état de démence entraîne l'irresponsabilité de son auteur. Et c'est important parce que si Holm avait été déclaré fou, entre guillemets, il aurait été soustrait à la justice française et placé dans un établissement psychiatrique où on l'aurait soigné pendant une durée que seuls les médecins allaient déterminer. Or, là, ça s'est passé complètement différemment. La justice demande aujourd'hui à Francis Holm de rendre des comptes. Il a été condamné 2 fois à la réclusion criminelle à perpétuité. Il sera encore jugé. Ça, c'est extrêmement important. Qu'est-ce qui peut expliquer alors le comportement extrêmement violent de cet homme-là? Peut-être une malformation chromosomique dont souffre Francis Holm, qui se caractérise, qui s'appelle le syndrome de Klinefelter, qui se caractérise par la présence d'un chromosome supplémentaire. Les hommes sont XY, les femmes sont XX. Holm, lui, il est XXY. Alors effectivement, on a décelé cette malformation, ce chromosome féminin supplémentaire, chez beaucoup de tueurs en série. Ça serait donc le syndrome du tueur en série? Ce serait le syndrome du tueur en série, c'est peut-être l'explication de toute cette violence qu'on trouve en Francis Holm. Et cette double personnalité. Et cette double personnalité. Quelle est la relation particulière que nous, le gendarme Abgral et Holm? On sent entre eux quelque chose de vraiment fort. Alors, il y a presque un attachement entre eux. Ce sont 2 personnalités indissociables. Holm n'aurait jamais avoué tout ce qu'il a avoué à quelqu'un d'autre qu'à Jean-François Abgral. C'est dangereux parce que les avocats d'Holm s'en servent en disant « notre client avoue tout et n'importe quoi au gendarme Abgral ». C'est faux. En fait, Abgral a su approcher Francis Holm. Holm s'est servi du gendarme Abgral comme d'un faire-valoir parce que tous les meurtres qu'il a commis, Holm tient à ce que ça se sache. Holm sait qu'Abgral est au courant, il lui fait passer des messages codés. Et quand Abgral vient l'interroger sur un meurtre, Holm lui parle et il lui glisse un message codé qui est une information sur un autre meurtre. Et il sait en fait qu'Abgral a compris cette information et qu'il va s'en servir la fois suivante. Il y a un jeu entre les deux. Il y a un jeu entre eux. Alors, c'est parfois... on a l'impression que c'est Holm qui tire les ficelles. C'est une espèce de jeu de piste morbide dans lequel il emmène l'enquêteur. La relation psychologique est importante et il faut que l'enquêteur soit quelqu'un d'extrêmement stable. Il y a beaucoup de gendarmes comme Abgral aujourd'hui? Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus parce que des équipes se constituent autour de personnages comme lui dans les sections de recherche de gendarmerie. Charisme. Et parce que... c'est très intéressant. L'aspect psychologique de la garde à vue, de l'interrogatoire, c'est quelque chose qui passionne les jeunes gendarmes. Et puis, il y a des formateurs dans les écoles de gendarmerie qui s'intéressent de plus en plus aux affaires de mœurs, parce qu'il y en a malheureusement de plus en plus. Je vais te dire franchement, tu as une boule là. Maintenant, moi, cette boule, je veux que tu me la donnes. Mais comprends très bien, je ne peux pas venir la chercher. Je ne suis pas chirurgien, moi. Alors je veux bien que tu me donnes cette boule, mais il faut que... Je vais t'aider à ce que tu me la donnes. Moi, je vais te poser des questions. Mais ça peut venir que de toi. Tu as peur de quoi? C'est pas moi qui te fais peur quand même, tu te rends compte? Un gentil gendarme comme moi. Hein? Au début, leurs collègues les appelaient la brigade des petites culottes, parce qu'ils étaient spécialisés dans l'audition des mineurs victimes d'agressions sexuelles. Désormais, tout le monde reconnaît leurs compétences. Ces gendarmes sont volontaires et formés à la psychologie de l'enfant. Le témoignage des jeunes victimes doit être filmé, c'est la loi qui le prévoit depuis 1999. Dans tout le parcours de l'enquête, elles ne raconteront leur histoire qu'une seule fois pour limiter le traumatisme. Aujourd'hui, l'adjudant-chef Tusolino auditionne une jeune fille de 17 ans, agressée sexuellement par un proche à l'âge de 14 ans. Je te prie de m'excuser, 5 minutes. Ça te sert à quoi? Au fond de nous, on a un doute. On a le doute. Pourquoi nous avons le doute? Est-ce que ça va bien se passer?
Est-ce que l'enfant va oser nous parler, va accepter de nous parler? Est-ce que moi, je vais réussir à créer un lien de confiance avec l'enfant? Est-ce que je vais être capable de gérer peut-être le stress des parents? Voilà le genre de questions qu'on se pose. Et heureusement, c'est le genre de questions qu'on se pose avant que l'enfant arrive. Parce que dès que l'enfant est là, on agit comme des professionnels. Il faut que, lorsqu'on attaque l'audition, tu aies entièrement confiance en nous. Nous, on a entièrement confiance en toi. D'accord? Et il faut que tu ne dois plus rien avoir sur la conscience. Plus rien sur le cœur en ce qui concerne l'enquête elle-même. On va travailler ici. Voilà, ça c'est la fameuse caméra comme je t'ai expliqué. D'accord? Toi, tu te mettras ici, mais moi je serai là avec mon camarade. On va comme on a dit, on va te poser des questions. On continue les fils, tu vois, et on se retrouve, voilà, les gendarmes qui vont être chargés du dossier. Ça c'est ma collègue. Et ils vont suivre ton audition à la télévision, là. Voilà. Là, on va faire les 2 cassettes prévues par la loi. Et une fois qu'on aura enregistré ces 2 auditions, ces 2 cassettes, elles vont être saisies. On les met dans une enveloppe et on les donne au juge. Disons, moi, ça me convient. On va voir les 2 enquêteurs. De chaque côté, il y en a un qu'on va pas... Celui-ci, on va voir de travers un petit peu. Hein. Et la gamine, on va la voir bien de face. C'est le principal. Voilà, autrement, les 2 enquêteurs, il n'y a pas de problème. Remettez un petit peu votre table comme ça. Voilà, et normalement, ça sera bon. Hein? Je vais te laisser fumer ta cigarette tranquille, d'accord? Et après, on se jette à l'eau? Ouais. Avant ou après la cigarette, tu veux te jeter à l'eau? Après. Allez, je te laisse tranquille 5 secondes. Je les mets où, les cendres? Je vais te chercher un cendrier, ne te fais pas de soucis. Merci. Il a commencé à mettre sa main sur ma poitrine, alors je pensais qu'il voulait toucher mon ventre pour me réveiller. Et après, il a commencé à descendre un peu plus bas. Et moi, j'osais rien dire, je bougeais plus. Puis quand j'ai vu que ça allait trop loin, j'ai fait semblant de bouger comme si je dormais et que je bougeais. Et puis après, il a arrêté, puis il est reparti. Et après, pendant, je n'arrive même plus à me souvenir combien de temps je suis restée à pleurer dans le lit. Quand après, j'ai enfin décidé à me lever. Je me suis levée et puis j'avais les yeux tout rouges. Et la seule réflexion qu'il a su me ressortir, c'est « dis donc, t'as bien dormi ». Nos émotions, nous devons les laisser à la porte lorsque nous avons un entretien avec l'enfant. Par contre, une fois que c'est fini, je tiens à récupérer mes émotions. Je ne suis pas du tout Robocop, je suis un être humain. Je tiens à récupérer mes émotions. Mais vis-à-vis d'un enfant, lorsqu'on entend un enfant, on n'a pas le droit. Parce qu'essayons d'imaginer que l'enfant s'aperçoit que ce qu'il me dit, ça me traumatise. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se dire, ça doit être grave ce qu'on m'a fait. La preuve, c'est que même une grande personne, et en plus un gendarme, est traumatisé par ce que je lui dis. Donc ça doit être grave. Et tout à l'heure, tu nous as dit qu'il t'a posé la main sur le corps. Mais sur la chemise de nuit? Non, dessous. Dessous la chemise de nuit. Il a passé par quel endroit il est passé? Dessous la chemise de nuit. Parce que quand je Par dors... par la poitrine? En fait, je pensais qu'il voulait me toucher le ventre pour me réveiller. Et en fait, il a posé la main sur ma poitrine. Donc il a passé la main par en dessous. Ouais. Et est-ce qu'il t'a touché que la poitrine ou est-ce qu'il a essayé de toucher ailleurs? Après, il est descendu dans la culotte. Et il a mis la main dans la culotte? Et c'est à ce moment donné que tu as... Ouais, je savais plus quoi faire. Puis je voulais pas, vu qu'il y avait quand même sa fille et j'y pensais, et je voulais pas créer de problème parce que je pensais que c'était à cause de moi, que, vu que quand je dors, je bouge, il y a la chemise de nuit qui remonte un petit peu, je disais c'est... Et puis ça fait que j'ai fait semblant de bouger et après... Tu as cru que l'acte qu'il avait fait, c'est toi qui l'avais incité à le faire parce que tu avais la chemise de nuit qui avait bougé, c'est ça? Après, je l'ai senti soulagée. Maintenant, soulagée de quoi? Est-ce qu'elle avait été soulagée parce que on lui avait autorisé à dire ce qu'elle avait vécu? Est-ce qu'elle se sentait soulagée parce qu'elle s'est dit « Ouf, j'en ai parlé à des gendarmes et puis c'est terminé, ils vont me laisser tranquille, je ne sais pas ». Alors normalement, on le donne aux tout petits, maintenant. Il n'y a pas d'âge pour les peluches. On m'a dit que tu en faisais la collection, c'est ça? Voilà. Non, moi j'en ai pas. Voilà.
Si elle est obligée de signer ou quoi, je sais pas. Au début, j'avais l'impression que mon uniforme, c'était une armure. Ça arrivait à me protéger de tout ça. Malheureusement, ça ne protège pas. À force d'entendre des enfants, ça use psychologiquement. Et moi, personnellement, je m'astreins à un suivi. Oui, je vais voir un professionnel. Et pour vous expliquer l'impression que ça me fait, ça le fait même rire quand je lui dis ça. J'ai l'impression d'aller le voir, de lui mettre, je dirais, un sac d'ordures sur son bureau. Et en échange, il me donne un sac neuf que je mets sous mon bras. Et puis, je lui dis au revoir. Et puis, quand j'ai besoin de vous revoir, quand mon sac est plein, je viens vous le ramener. Voilà. Et ça, c'est vrai que ça fait du bien. Dans le monde de la police et de la gendarmerie, il y a un domaine où la psychologie est au cœur de l'action, les brigades spéciales, celles qui interviennent en cas de prise d'otage ou contre un forcené, celles qui ont permis la libération, notamment, des enfants de la maternelle du Luxembourg. Et c'est bien sûr aux États-Unis que le système est le plus abouti. New York, Brooklyn. Un désespéré a pris en otage son neveu José, âgé de 10 ans. L'homme ne supporte pas son divorce. Il veut seulement parler à sa femme Annabelle, mais il est armé et menace de tuer l'enfant ou de se suicider. Pendant 12 heures, l'équipe de négociateurs parle avec lui pour qu'il se rende sans violence. Allô, Georges ? Bon, on va essayer de travailler en confiance. Je veux que vous me fassiez confiance et je veux pouvoir avoir confiance en vous. Que pensez-vous de me montrer un peu de bonne volonté ? Vous faites sortir José et on se débrouille pour que vous parliez à votre femme. Non. Et qu'est-ce qui va se passer si je le laisse partir? Rien, il ne se passera rien. Il sera en sécurité, il sera avec nous et vous pourrez régler vos problèmes avec Annabelle. Non, et vous savez pourquoi? C'est parce que vous n'avez rien à faire de moi. Au contraire, si j'en avais rien à faire de vous, Georges, je ne serais pas là en train de vous parler. Je veux qu'elle se sente mal si je me tue. Vous voulez qu'elle se sente mal parce que vous vous êtes tué? Je veux qu'elle se souvienne de moi à jamais. Annabelle est la mère de votre enfant, elle ne vous oubliera pas. Je sais que vous avez envie de sortir. Faites ce que vous sentez au fond de vous. Moi, j'essaye juste de vous aider. Comment pouvez-vous imaginer faire quoi que ce soit à ce gosse? Mais justement, je suis en train d'y penser. Comment pouvez-vous seulement imaginer ça? Mais j'y pense sérieusement. Vous pourriez faire du mal à votre fils? Mais c'est pas mon fils qui est là. Mais si votre fils était dans l'appartement, vous lui feriez du mal? Non. Votre fils de 2 ans? Non. Alors pourquoi feriez-vous du mal à votre neveu? Et que se passe-t-il si je sors maintenant? Rien. Rien ne va se passer, je vous le promets. Vous êtes sûr? Si vous sortez maintenant, personne ne vous fera de mal. D'accord, je vais peut-être sortir. Comment on fait? Ne quittez pas une seconde. Il veut sortir. Vous vous sentez bien? Tout s'est passé comme on a dit. Vous ne vous sentez pas mieux maintenant d'avoir pris la bonne décision? En France, Dominique Rizet, ça se passe comment dans les cas de prise d'otage? En France, il y a le GIGN pour la gendarmerie, le RAID pour la police. Avec les mêmes méthodes pour les deux institutions? Avec les mêmes méthodes pour les deux institutions. La différence par rapport aux États-Unis, c'est que aux États-Unis, les négociateurs, c'est une équipe et le groupe d'intervention, c'en est une autre. En France, le négociateur appartient au groupe d'intervention, aussi bien chez les gendarmes du GIGN que chez les policiers du RAID. Quand la négociation échoue? Eh bien, c'est l'assaut. C'est l'assaut, c'est ce qui se passe dans l'école maternelle de Neuilly, quand HB refuse de se rendre. C'est ce qui se passe sur l'aéroport de Marseille, quand le GIGN intervient pour tuer 7 preneurs d'otages qui détiennent les passagers d'un avion en otage. Et ça, les policiers et les gendarmes le vivent très mal. Les policiers du RAID, qui sont intervenus dans l'école maternelle de Neuilly, ont ensuite été suivis psychologiquement. Les 2 policiers qui avaient tué HB ont été suivis psychologiquement pendant plusieurs mois. Les gendarmes vivent aussi très mal les interventions et les ouvertures de feu sur des forcenés. Philippe Le Gorju, qui a commandé le GIGN, m'a raconté un jour une histoire qui s'était passée dans la campagne, qui était l'histoire d'un fermier qui s'était enfermé dans sa ferme, seul, sans sa famille, qui n'arrivait plus à payer, qui travaillait toute la journée de 5 h du matin
à 22-23 heures et qui devait quitter sa ferme. Les huissiers étaient venus et c'était la ferme qu'il tenait de son père, qu'il la tenait de son grand-père. Et pour lui, c'était l'échec, hein, l'échec absolu. Et il a refusé de partir, il s'est enfermé dans sa ferme, les armes à la main. Et le GIGN a dû intervenir, il a fallu intervenir, il a fallu tirer sur lui. Et ça, Philippe Le Gorju m'a raconté qu'il avait eu beaucoup de mal à le vivre. Sans doute parce que cet homme-là, c'était un homme comme eux. Rien à voir avec un terroriste, avec les terroristes qu'on leur demandait de neutraliser habituellement. Ça, c'était un homme qui leur ressemblait, un homme de la campagne. 13 mai 1993, prise d'otage à Neuilly. Un homme cagoulé, bourré d'explosifs, retient prisonnier toute une classe de maternelle. L'homme demande une rançon, 100 millions de francs. C'est le RAID qui est chargé de la négociation. Lorsqu'on arrive sur les lieux, 9h45, 10h, c'est tout près de Bièvre, on a peu d'éléments. On a peu d'éléments, mais on a un certain nombre de feuillets qui ont été remis par le dénommé HB. La manière dont les choses sont écrites, le style employé, l'absence de faute d'orthographe, le fait que ce soit des sorties laser et non pas une vulgaire machine à écrire, tout ceci nous permet de penser qu'on a affaire à quelqu'un de cultivé, d'intelligent. Mais que d'un autre côté, ce qu'il demande est à la fois complètement déraisonnable par rapport au volume d'argent demandé et déraisonnable aussi dans la mesure où, s'attaquant à des enfants, la charge symbolique est énorme et effectivement, ça dérange tout le monde. Dans les tout premiers instants, à l'aide d'un périscope, j'ai eu la chance de voir, au travers des vitres qui n'étaient pas encore occultées, qui se trouvaient dans le couloir, de voir l'individu à genoux, avec devant lui un sac, et sur ce sac, une tablette de contreplaqué qui présentait 3 plots électriques, 3 gros dominos, si vous préférez, avec des fils qui arrivaient. Alors ce petit détail est important parce qu'il va nous servir, durant ces 46 heures, pour avoir la confirmation que son système d'explosifs était effectivement relié et que la quantité d'explosifs n'était pas simplement limitée aux 350 grammes sur la porte droite et 350 grammes sur la porte gauche, mais qu'il avait aussi dans son sac le reste, c'est-à-dire 2 kilos, donc au total 2,7 kg d'explosifs sur lui. Première rencontre, il ne m'a pas dit un mot. Il m'a fait comprendre qu'il ne voulait pas me parler, il me faisait signe de sortir de la pièce. Et après un certain nombre d'heures, je suis retourné à nouveau dans la salle de classe, sous des prétextes, on va dire, purement techniques ou matériels, mais qui me permettaient d'avoir malgré tout un contact avec l'individu, de le sonder, éventuellement de lui parler, ce que j'ai fait, et de voir comment son état évoluait ou éventuellement empirait. Très vite, l'équipe du RAID comprend que l'argent n'est pas le vrai mobile de celui qu'on appelle désormais Human Bomb. Je pense que c'est quelqu'un qui était au bout du rouleau, qui était fortement dépressif, et qui, quelque part, s'inscrivait dans ce que les Américains appellent « suicide by cops », c'est-à-dire, ils appellent ça le suicide par la police. C'est une forme de suicide médiatisé, mais dont le bras armé n'est pas celui de l'individu, mais celui de la police, en d'autres termes. Après 46 heures de négociations, l'assaut est donné. Eric Schmitt, le preneur d'otages, est abattu. Les enfants sont libérés. Sur le moment, c'est le soulagement général. Vous êtes satisfait, monsieur Pasqua? Oui, très satisfait. Les enfants sont sortis et le forcené est mort. Aujourd'hui, Michel Marie a quitté le RAID. Il garde un souvenir amer de ce dénouement. Une négociation réussie, c'est une négociation où tout le monde s'en sort bien, y compris le preneur d'otage. À partir du moment où le preneur d'otage est neutralisé, c'est un succès relatif. Neuilly, c'est une affaire d'une richesse infinie. C'est quasiment une procédure d'école qui peut nous apporter énormément d'enseignements dans les tas de domaines, tant sur la gestion de la crise que sur la communication en interne par rapport à l'extérieur. Mais pour ce qui me concerne, Neuilly était pour moi la confirmation qu'il était extrêmement important de mettre l'accent sur la psychologie, mais surtout ce qu'on appelle la psychologie psychiatrie criminelle, parce qu'une fois de plus, on avait en face de nous quelqu'un qui, peu ou prou, entrait dans ce champ-là. Depuis Human Bomb, le RAID, effectivement, a évolué. En 1997, une cellule de négociation est créée qui veut privilégier le dialogue. Laurent et Nathalie sont spécialement chargés de ce travail, mais comme tous les policiers du RAID, ils doivent suivre un entraînement intensif. Comme tous les policiers, on est amené à gérer des situations qui peuvent être dangereuses, qui peuvent dégénérer très rapidement. Donc il faut qu'on soit même d'assurer notre protection et la protection des gens qui travaillent avec nous. Mais notre arme principale, c'est la parole et l'écoute. Et pour soutenir Laurent et Nathalie pendant les opérations,
Le RAID s'appuie désormais sur les conseils d'un psychologue. Associé au groupe, il est présent lors de toutes les interventions. Sur le terrain, en général, on a une équipe de 2 négociateurs qui sont en contact. Le premier négociateur est celui qui parle. Alors en général, ça se fait par téléphone, mais ça peut se faire en face à face, sachant que c'est le moyen le plus dangereux, donc on évite au maximum. Un premier négociateur donc, qui parle avec le preneur d'otage ou le forcené. Un second négociateur qui est avec lui, qui assure son soutien, qui écoute lui aussi la négociation, qui peut repérer des choses que le premier négociateur n'a pas entendues parce qu'on est quand même pris dans le stress, on est pris par le fil de la conversation. Et nous, on a la chance au RAID d'avoir un psychologue qui travaille à temps plein avec nous et qui agit lui en référent, qui prend encore plus de recul sur la situation et qui analyse la relation qu'on établit avec le preneur d'otage ou le forcené. Et après chaque sortie, les policiers font un bilan avec Christophe, le psychologue. Il faut analyser la négociation, rectifier les erreurs. Aujourd'hui, ils travaillent sur leur dernière affaire, un forcené surarmé, retranché chez lui, dans les Yvelines. Il s'enferme tout de suite, il menace de se suicider. Et en fait, on apprend assez rapidement avec les gens qui étaient en dessous qu'il s'était déjà jeté par la fenêtre du 3e étage une année avant et qu'il est vraiment capable d'aller jusqu'au bout. Moi, j'essaie de l'accrocher sur sa compagne et le futur bébé qu'il va avoir. Ouais. Mais il a tout... Ça prend pas? Non, ça prend pas du tout parce qu'il a tout obturé. Il est toujours en provocation en disant « mais de toute façon, j'ai pas peur, j'ai pas mal, je sens rien, regardez ». Avec des cutters, il se tranche pas profondément, mais il se fait des petites égratignures. Après 4 heures de négociation, le forcené va se rendre. Il sera placé immédiatement en hôpital psychiatrique. 8 fois sur 10, les policiers du RAID sont confrontés à des déséquilibrés. Et face à eux, difficile de négocier. Pour adapter leur pratique à ces personnalités troublées, chaque mois, l'équipe rencontre psychiatres et malades à l'hôpital Henri Collin de Villejuif. Bonjour. Bienvenue. Bon, mesdames et messieurs, on vous remercie d'être venus. Donc, comme le mois dernier, on va vous présenter un cas clinique, bien sûr ayant à voir la dangerosité. Il s'agit d'un sujet qui, vous le verrez, pose un problème essentiellement de suivi, parce qu'il y a une dangerosité répétitive. Impossible d'assister à l'entretien qui doit rester confidentiel. Les négociateurs du RAID rencontrent régulièrement des malades. Ce qui ne fait pas d'eux des psychologues, mais l'objectif reste bien d'évaluer le risque sur le terrain pour faire les bons choix. Finalement, on s'est aperçu que dans toutes les affaires, évaluer et déterminer le profil bien précis de l'individu, c'était moins important que d'évaluer sa dangerosité et son risque de passage à l'acte. C'est ça qui est important pour nous, en fait. Le diagnostic ne nous intéresse pas forcément. Si, après on en parle parce que... On peut en parler par la suite pour valider ou non l'analyse qu'on a pu en faire. Mais ce qui est intéressant, effectivement, comme dit Nathalie, c'est de savoir, au moment où on veut lui parler, au moment où il est en crise, dans quelle phase il est. Ouais. Ça permet de... ça donne... c'est l'urgence ou pas. On a le temps ou on n'a pas le temps de discuter. C'est ça, en fait. C'est le risque de passage à l'acte qui est déterminant. Il y a donc de plus en plus de psychologues à tous les stades de l'enquête dans la police comme dans la gendarmerie et sans doute un peu plus de psychologie revendiquée par les uns et par les autres. Mais fondamentalement, ce métier reste un métier d'intuition. Ce ne sera jamais une science et encore moins une science exacte. Prochain volet de notre série consacré aux disparitions. Mais ça, c'est une autre histoire.